L'opinion ou les réponses de nos panélistes sont des réflexions personnelles basées sur leurs connaissances et expériences professionnelles. Il est fort possible que leur opinion diffère de la vôtre. Bonjour mesdames et messieurs, et bienvenue à ce tout premier épisode de l'Apport collectif, balado où 3 experts de la chaîne d'approvisionnement, de la gestion contractuelle et de la logistique du secteur public ou municipal apporteront à la table de discussion leur narratif, leur argumentaire sur différents enjeux et questions entourant la chaîne d'approvisionnement. Mesdames et messieurs, mon nom est Patrick William de l'Université McGill et j'agirai à titre de modérateur de cette série d'épisodes qui s'annonce des plus intéressantes. Les objectifs de l'apport collectif sont entre autres de valoriser la profession d'approvisionneur et d'offrir une source d'information aux professionnels œuvrant dans la chaîne d'approvisionnement du secteur public ou municipal. Mais avant toute chose, cet épisode ne pourrait avoir lieu sans l'apport de nos panélistes, experts, et j'aimerais vous les présenter. Mais fait à noter, nos panélistes de cet épisode ainsi que les 3 autres du prochain épisode reviendront d'une façon récurrente durant toute la saison. Premièrement, Mme Maggie Couture. Détentrice d'un baccalauréat en administration des affaires et d'une maîtrise en administration publique, Maggie Couture œuvre dans le milieu de la gestion de la chaîne d'approvisionnement depuis plus de 30 ans. Elle travaille depuis 2020 comme directrice de la chaîne logistique au sein du service de l'approvisionnement de la Ville de Montréal. Maître Antoine Martin. Avocat en droit des affaires depuis 30 ans et associé chez Sarrazin-Plourde, Maître Antoine Martin a développé, notamment par son passage à la Société des Québécois d'infrastructure, une expertise de pointe dans tous les aspects de la réalisation des projets d'infrastructure. Et M. Gabriel Artaud, détenteur d'un baccalauréat en gestion publique de l'UQAM et d'une maîtrise en administration publique de l'ENAP, Gabriel Artaud œuvre en approvisionnement public depuis 15 ans. Et depuis 2023, Gabriel est à l'emploi de l'UQTR en tant que directeur de l'approvisionnement et de l'imprimerie. Mesdames et messieurs, veuillez prendre note que nos panélistes répondront au meilleur de leurs connaissances aux questions que je leur poserai. L'opinion ou les réponses de nos panélistes sont des réflexions personnelles basées sur leurs connaissances et expériences professionnelles. Il est fort possible que leur opinion diffère de la vôtre à certains niveaux. Panélistes, j'ai mentionné plus tôt quelques objectifs de l'apport collectif, mais j'aimerais vous entendre sur la pertinence, le bien fondé de cette initiative. Des discussions ont eu lieu entre moi et chacun d'entre vous afin que vous puissiez bien comprendre les objectifs de ce balado. Maintenant, j'aimerais vous entendre. Que souhaitez-vous offrir au public? Pourquoi trouvez-vous cette initiative importante et qu'est-ce qui vous motive à vous impliquer? Pour ce premier échange, j'aimerais commencer avec Maggie. Maggie, c'est toi qui m'as le plus questionné sur la raison d'être du balado. Tu fais maintenant partie de cette aventure et j'aimerais entendre ce qui te motive à t'impliquer dans ce projet. Merci Patrick. En fait, je trouve cette initiative-là vraiment intéressante. Moi, je pense qu'on peut offrir, entre autres, différentes opinions, certainement, mais aussi des angles différents de par les panélistes qui pourront se présenter et faire en sorte d'émettre différentes opinions. On a envie aussi d'émettre des points de vigilance, parler de nos expériences. On parle aussi de l'actualité éventuellement. On va regarder l'actualité, on va en mettre des points intéressants de discussion. En fait, j'ai trouvé le projet intéressant parce que l'initiative va nous permettre de partager l'information qu'on a, des réflexes. On veut susciter des débats ou des discussions à l'intérieur des milieux de travail. On veut faire en sorte que les gens se sentent interpellés, aient le goût de contribuer, évidemment en faisant éventuellement des suggestions, mais aussi parce que on a tous le même client au bout de l'exercice, c'est le citoyen. Et puis, on a tout intérêt, à mon avis, à décloisonner tous les silos pour faire en sorte de bien partager l'information puis discuter ensemble pour faire un débat riche. Gabriel, j'ai tout de suite senti ton enthousiasme lors de notre premier échange. Qu'est-ce que tu vas offrir à ceux et celles qui écouteront le balado? Écoute, merci Patrick. Dans le fond, le podcasting ou la balado-diffusion, hein, c'est un média qui est très populaire présentement. Donc, d'avoir l'opportunité de faire un podcast sur l'approvisionnement public, je trouve que c'est une occasion qui est super et qui vient valoriser
la fonction d'approvisionneur public. Puis je me souviens, là, quand j'ai débuté, là, c'était quelque chose, là, on était toujours en train de justifier notre place. Hein. Je me souviens, j'étais à l'époque dans le municipal, puis la première édition de la Journée des approvisionneurs municipaux, je me souviens, là, on disait qu'il faut prendre notre place et tout ça. Donc, la place se prend et je pense que le podcast, ce qu'il va offrir, c'est justement une belle visibilité autant auprès d'approvisionneurs actuels que des fournisseurs, que même des étudiants de niveau collégial et universitaire qui sont peut-être en train de se poser la question, ben, est-ce que je m'en vais dans le privé? Est-ce que je m'en vais dans le public? Donc, ça donne cette visibilité-là, puis également de bien comprendre la réalité dans laquelle on travaille. Et tantôt, tu parlais que les gens seraient en accord et en désaccord. Il faut savoir, l'approvisionnement, là, surtout dans le secteur public, c'est pas noir ou blanc. Hein. Il y a beaucoup de nuances de gris. Donc, moi, ce que je souhaite, c'est offrir de la réflexion à des gens, puis peut-être les aider des fois dans des problématiques qu'ils ont à avoir, bon, ben, voici les différentes opportunités ou les différentes réflexions que je peux avoir en lien avec des problématiques ou des dossiers que j'ai à traiter en approvisionnement. Antoine, tu ne travailles pas directement en appro, mais ton rôle de conseiller les donneurs d'ordre du secteur public t'a amené à comprendre les enjeux touchant la chaîne d'approvisionnement. Donc, j'aimerais ça t'entendre. La nécessité de ce balado. Qu'est-ce qu'on peut apporter à la nation supply chain? Oui, tout à fait. Moi, d'une part, je tiens à te féliciter pour cette belle initiative, là, Patrick. Je pense que c'est une excellente idée, que ça va être très utile à beaucoup de gens. On n'a jamais trop de forums d'échange comme ça, ou de forums ça va agir comme de la formation, même pour bien des gens, puis même pour les gens de la chaîne d'approvisionnement, ça va être utile de pouvoir venir nous écouter, voir est-ce qu'ils peuvent trouver des solutions, des problèmes qu'ils vivent, est-ce qu'il y a des éléments qu'on aborde qui touchent, est-ce que ça peut susciter, les amener à vouloir nous poser des questions pour en discuter, pour en débattre, qu'on fouille la question. Je pense donc que cette initiative-là que tu lances aujourd'hui est formidable pour ça. Ça va permettre d'échanger beaucoup sur le monde d'approvisionnement. Puis pour ma part, je trouve ça intéressant d'apporter l'aspect juridique à la chose, autant que possible. C'est un milieu qui est très réglementé. On va y revenir tantôt. C'est un milieu très réglementé. Donc, il y a beaucoup d'aspects juridiques. Les nuances de gris dont parlait Gabriel tantôt ne font pas tellement référence à des pratiques sexuelles étranges, mais plutôt vraiment à des vraiment, en effet, il y a beaucoup de subtilité, comment est-ce qu'on interprète, comment est-ce qu'on peut étendre ou pas les concepts. On est toujours un peu dans le flou, mais il faut quand même respecter beaucoup de balises. Donc, je pense que ça va bénéficier à beaucoup, beaucoup de gens de participer à notre podcast et de nous écouter périodiquement. Merci beaucoup, Antoine. Quels sont vos objectifs à vous? Qu'est-ce que vous recherchez comme gain? Comme groupe de panélistes, là, les cibles que vous souhaitez atteindre? Ben, c'est de permettre là, de répondre peut-être à des questions des gens là, en lien avec l'approvisionnement, c'est de partager mes connaissances, puis également les connaissances là, de mes éminents collègues, là, autant ceux qui sont là aujourd'hui que ceux qui seront d'un prochain épisode. Donc, c'est du contenu qui va cheminer, qui peut être utilisé. Je parlais tantôt des étudiants collégiales à l'université, peut-être par des professeurs qui vont l'utiliser pour, par exemple, parler d'un sujet X, de dire, bon, ben, d'entrée de jeu, voici ce qui est là. Donc, pour moi, c'est aussi j'en parlais tantôt, de continuer à valoriser la fonction d'approvisionnement dans le secteur public. Je l'ai fait par le passé sur le comité organisateur de la Journée des approvisionneurs municipaux. Et là, c'est une occasion en or là, de pouvoir continuer à faire ça. Donc, grosso modo, là, c'est un peu tout ça. Maggie? Ben moi, j'ajouterais aussi à ce que, Gabriel, tu parles de valorisation de la profession. Je dirais aussi que quand on fait le choix de travailler pour le milieu public, je pense que c'est pour des raisons aussi parfois personnelles, de vouloir contribuer à notre environnement, de vouloir contribuer à ce qui se passe autour de nous, à la société, puis on peut toujours chercher à être meilleur. Et je pense que justement, ce genre de forum-là permet ça, de valoriser la profession, mais aussi d'aller chercher de l'information qu'on n'a pas toujours, de rendre ça fluide, on a souvent la
la mauvaise habitude de rester dans nos milieux, le municipal avec le municipal, la santé avec la santé, l'éducation avec l'éducation. Ce qu'on cherche par ce podcast-là, c'est vraiment une grande fluidité et les échanges, malgré le fait que les lois ont certaines différences. On pense quand même qu'il y a des gains rapides à aller chercher, de partager, de se créer aussi une espèce de bassin de gens qui peuvent contribuer à ça. Ben, écoute, moi, je partage vraiment les objectifs de mes estimés collègues, qui en effet toujours beaucoup de partage de fluidité. Mais je veux justement ajouter ma pierre un peu, ma pierre angulaire à cet édifice tentaculaire de l'approvisionnement public, qui est justement de vraiment pouvoir traiter des enjeux plus juridiques. Je pense que ça va être utile, ça va être pratique d'avoir ce point de vue-là, d'une part du côté juridique, et d'autre part aussi, on sous-estime à quel point, comme ça, les avocats ont été souvent appelés à intervenir en cours d'exécution des divers contrats qui ont été adjugés. Puis on peut voir, oups, tiens, il faudrait peut-être que la prochaine fois qu'on adjugera un tel contrat, qu'on organise ça un peu mieux, puis qu'on prévoit cette subtilité-là et qu'on organise un peu, qu'on précise le devis, qu'on précise, qu'on joue un peu sur des conditions, qu'on essaie d'éliminer certaines personnes au besoin. Donc, il y a un pont à faire, je crois, entre l'exécution et en amont de l'approvisionnement. Donc, j'espère pouvoir apporter mon grain de sel par-ci par-là et susciter des réflexions à cet égard dans le cadre de cet échange-là, tout en parlant évidemment de droit, parce que c'est ça que je connais. Donc, je vous ai entendu, en résumé, panélistes, vous souhaitez mettre à profit votre expérience au bénéfice de la communauté, favoriser le partage d'informations entre organisations publiques, intéresser les fournisseurs à participer au marché public, et la valorisation de la profession est revenue aussi à quelques reprises. Plusieurs organisations du privé et du public ont réalisé à quel point un professionnel de la chaîne d'approvisionnement peut faire la différence. Et nous devons continuer ensemble à faire évoluer et démontrer la pertinence d'avoir des ressources appro bien formées. Donc, J'ajouterais, Patrick, aussi, ce que je trouve intéressant dans ton résumé, c'est que je pense qu'on est rendu là. Ça fait 10 ans, 15 ans, je vais parler pour le municipal, qu'on travaille à partager l'information, apprendre à se connaître, discuter de différents cas. Je crois qu'on est rendu à un autre niveau et bravo pour l'idée du podcast. Je pense que ça va permettre de sortir chacun de nos milieux et d'avoir une plateforme pour en discuter. Donc, comme j'ai discuté avec toi là, quand je t'ai dit, je pense qu'on est rendu là. Je pense qu'on est rendu à cette étape-là où on doit élargir nos horizons un peu. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement à notre chaîne. Aussi, suivez notre page LinkedIn et n'hésitez pas à nous faire parvenir vos suggestions de questions pour nos futurs épisodes. Et quant au prochain épisode d'Alport Collectif, celui-ci sera disponible durant la première semaine du mois de juillet. L'épisode 2 mettra en vedette Patricia Girard de la ville de Saguenay, Marie-Michel Boudria de la ville de Québec et Alain Dubé d'Urgence Santé. Soyez des nôtres et faites partie du mouvement. Panélistes, il est temps maintenant d'entrer dans le volet Appro 101. Volet où votre expertise en approvisionnement du secteur public ou municipal est requise. J'aimerais que l'on se penche sur la règle du plus bas soumissionnaire conforme. Le donneur d'ordre doit adjuger le contrat à l'entreprise dont la soumission respecte en tout point les exigences contenues dans les documents d'appel d'offres et qui soumet le prix le plus bas. Panélistes, expliquez-nous comment bien utiliser cette règle comparativement à d'autres modes d'adjudication. Où sont ses limites et comment renverser les préjugés ou l'incompréhension de certaines personnes face à cette règle? Antoine, j'aimerais t'entendre en premier sur le sujet. Oui, le plus bas soumissionnaire. En fait, au départ, c'est vrai que philosophiquement, c'est la plus pure expression de la concurrence. Le plus bas soumissionnaire, c'est vraiment celui, on donne les mêmes chances à tout le monde. Voici, on vous présente une tâche à exécuter, un bien à vendre, que le meilleur gagne. Vous avez tous la même chance. On se présume que tout le monde va s'organiser pour donner, peser le pour, le contre, voir est-ce qu'on a besoin de ce contrat-là ou pas, puis qu'en bout de ligne, ben, finalement, on va avoir comme ça le meilleur prix, parce que tout le monde va souhaitant, avoir le contrat, va s'ajuster pour maximiser ses chances puis baisser son prix au maximum. Ça a l'air très beau. Puis en fait, c'est une règle qui fonctionne bien dans les bonnes circonstances. C'est un peu ce qui risque de sortir de la présence, mais pour peu que
toutes les composantes de l'appel d'offres soient bien construites, bien documentées, que l'information soit claire, qu'elle soit limpide, ça peut très bien fonctionner. Mais ça a quand même des limites. Mes collègues vont en traiter encore plus longuement que moi, mais ça a des limites, notamment quand les choses sont assez compliquées. Il n'y a pas beaucoup de souplesse dans ce mode-là. Là. C'est clac, c'est exactement fait pareil, puis tu as un prix et c'est tout. Il n'y a pas moyen d'ajuster, rien. C'est bébête, tu dirais presque. Donc, quand un approvisionnement se complexifie et comporte plusieurs composantes, c'est pas nécessairement toujours la meilleure solution. Et, malgré tout, il y a encore une méthode qui a beaucoup de bons côtés et qui peut bien fonctionner encore. Ben écoute, Antoine, très bonne entrée en matière. Dans le fond, il faut comprendre, hein, on dit plus bas soumissionnaire conforme, et c'est un mot qui est important, puis j'ajouterais même admissible. Dans le fond, ce qu'il faut jamais oublier avec la règle du plus bas soumissionnaire conforme, c'est que la qualité du devis, la qualité de ce qui est demandé en termes de conformité, si on parle d'un produit ou d'un service ou même de travaux de construction, c'est d'entrer des éléments de conformité sur ce qui est demandé, mais également l'admissibilité. Un exemple d'admissibilité, j'ai un contrat, par exemple, de service technique, donc qui n'est pas du service professionnel, et on souhaite que l'entreprise ait déjà eu des expériences avec soit des entreprises similaires ou des organismes publics, peu importe. Ben, si tu n'as pas rentré dans ce cadre-là, c'est un go-no-go, donc tu n'es pas admissible. Au niveau de la conformité, c'est qu'est-ce qui est demandé dans le devis technique, là, essentiellement, ou dans le cahier des charges techniques. Et ce qui est important, c'est de bien documenter pourquoi on met ces espèces de barrières-là au marché. Et la raison pour laquelle c'est important de bien le documenter, c'est qu'il y a un aura qui est en arrière de nous, qui s'appelle l'Autorité des marchés publics. Donc, l'AMP peut recevoir des plaintes d'un fournisseur s'il sent que, bon, le marché peut être trop restreint et qu'il ne peut pas participer. Donc, c'est important de bien documenter pourquoi on met ces règles de conformité-là, les différentes exigences, mais également si on met de l'admissibilité, mais également là, ces règles-là. Et un autre élément que j'ajouterais à ça, c'est de ne pas perdre de vue l'importance de l'évaluation de rendement insatisfaisant. Hein, cette évaluation de rendement-là, à terme, ce qu'elle peut faire, c'est qu'elle peut permettre d'éliminer ou de rejeter la soumission d'un soumissionnaire qui aurait fait l'objet d'une évaluation de rendement insatisfaisant. Donc, dans le cadre d'un appel d'offres, si on a fait cet exercice-là avant, ben, on se donne des leviers supplémentaires là, en termes d'admissibilité pour ces fournisseurs-là. Donc, c'est une règle qui rend de très grands services aux organismes publics, qui est très efficace, très efficiente, mais comme Antoine le mentionnait, là, peut avoir certaines limites là, en termes d'efficacité, dépendamment des contrats. Maggie? En fait, c'est vrai que la règle du plus bas soumissionnaire, c'est une règle qui est relativement mal aimée ou qui a été vue comme simpliste. Ça a été ouvertement critiqué par diverses entités. Dans les faits, c'est vrai que ça peut avoir l'air simpliste, mais c'est seulement quand on ne se donne pas la peine de bien décrire son besoin, quand on laisse trop de zones grises, c'est important d'aller valider avec l'unité requérante, de comprendre réellement le besoin, de questionner, de re-questionner, de challenger même les besoins qui sont demandés, de trouver les bonnes façons de l'écrire, de le décrire, de bien l'expliquer. Il n'y a pas on ne peut pas mettre trop de clauses si notre besoin est bien écrit, bien décrit. Donc, moi, je pense que c'est un peu dans cette zone-là qu'on doit travailler avec notre plus bas soumissionnaire conforme, s'assurer qu'on a bien compris le besoin, s'assurer de l'avoir bien écrit, écrit à la bonne place dans le devis. Il y a différentes, on va sûrement avoir l'occasion d'en reparler, mais il y a différents points de vigilance qui viennent avec cette règle-là. Mais moi, je pense que dans les faits, toute condition peut être mise dans un devis et il faut le faire. Sinon, c'est vrai que ça devient simpliste. Le plus bas soumissionnaire conforme, c'est de comparer des pommes avec des oranges. Au final, on n'aura pas ce qu'on cherche et ce dont on a besoin. Évidemment, c'est une règle qui est très équitable aussi à la base. C'est certain que c'est le précepte. La concurrence, c'est très équitable, c'est tout le monde part pareil. Il n'y a pas normalement de subjectivité du tout dans l'évaluation. C'est ce qui rend ça très efficient. Pour revenir à ce qu'en disait Gabriel, c'est tout simple. Là. Tout ce qu'on soumet, c'est un prix. Puis c'est celui qui a le prix le plus bas qui gagne. On ne se demande pas après ça ce qu'ils vont le faire avec des meilleurs équipements, ils vont le faire plus vite. Hein, oui,
C'est tout ce qui importe. C'est à la fois le beau côté et la limite. Parce que c'est pas vrai que tout peut se décider seulement ou que la seule chose qui importe, c'est qui va nous le faire le moins cher. S'ils le font pas bien, au prix où au prix qu'ils nous ont proposé, on n'est pas tellement plus avancé. C'est pour ça que les modes d'ajouter un critère de qualité dans l'évaluation peut rendre ça très intéressant. C'est un prix plus bas, mais ajusté pour la qualité, comme le permettent les divers règlements, tout du moins la CTCOP, les règlements de la loi sur les contrats des organismes publics permettent toutes sortes de variations là-dessus. La loi sur les cités et villes aussi, c'est un peu plus ardu, un peu plus compliqué. L'application est un peu plus limitée, mais cette possibilité-là existe. Mais là, le contrepoids, qui déplaît à plusieurs, c'est que là, si on évalue de la qualité, ben, il y a de l'intangible, puis il y a un peu d'arbitraire qui s'infiltre là-dedans, puis hop, on se met à craindre, est-ce qu'il n'y aura pas des influences indues? Est-ce que c'est vraiment complètement objectif? Comment on peut objectiviser de l'évaluation subjective? C'est pas simple. C'est certain qu'il y a entre ces diverses. Mais est-ce qu'on n'a pas besoin parfois, justement, de cette subjectivité-là pour pouvoir regarder et dire, ah, je pense qu'en effet, c'est de meilleure qualité ici, et donc ça mérite un plus grand ajustement. Peut-être j'ajouterais ce qu'Antoine mentionne, tu sais, je me mettrais dans la peau du fournisseur également parce que dans énormément de types de contrats, les fournisseurs, c'est simple, ils fournissent le prix. Bon, des fois, il peut y avoir une grille de conformité à remplir, mais lorsqu'on tombe dans l'appel d'offres qualitatif, ben là, c'est des questions, des grilles à répondre et tout ça. Donc, c'est un processus qui est beaucoup plus lourd pour les fournisseurs, les soumissionnaires. Et dans certains marchés, ben, si on rentre avec un appel d'offres qualitatif, on vient complètement déstabiliser parce qu'ils ne sont pas habitués de voir ça. Et il y a même un risque, parce qu'on sait qu'un appel d'offres qualitatif, hein, je vais reprendre une phrase qu'une de mes anciennes collègues m'a déjà mentionnée, on n'évalue pas l'élève, on évalue le devoir. Hein. On évalue ce qu'on a devant nous. Donc, des fournisseurs qui seraient plus ou moins habiles à répondre à ça, ben, soit qu'on offre plus d'accompagnement pour les aider là-dedans, ou bien on va se retrouver avec des soumissions qu'on va peut-être être obligé de rejeter, non pas parce que l'entreprise n'est pas capable de faire le travail, mais parce qu'elle n'est pas habituée de remplir ces types de documentation-là. Il ne faut pas oublier aussi du côté de l'organisme public, ben, on est pris aussi, lorsqu'on évoque un appel d'offres qualitatif, ben, c'est la création d'un comité de sélection. Il faut comprendre que dans le cadre de la LCOP, en plus, il faut prendre un membre externe à l'organisation, ce qui rajoute un peu à la lourdeur. Après ça, ben là, c'est l'évaluation des offres par les membres du comité de sélection, la tenue du comité de sélection. Donc, je ne suis pas en train de dire que c'est une règle qu'on doit absolument éliminer le volet qualitatif, mais il faut bien choisir dans quel type de contrat, outre ce qui est obligatoire dans la loi, entre autres les services professionnels. Il faut bien choisir lorsqu'on décide d'utiliser une autre règle que le plus bas soumissionnaire conforme, donc le volet appel d'offres qualitatif. Il faut bien choisir puis voir est-ce que vraiment il y a une plus-value en lien avec les limitations là, qu'un appel d'offres qualitatif peut avoir. Parce qu'en même temps, je reviens sur ce que tu disais tantôt, tout est dans ce qui est conforme. Comment on va déclarer la conformité? Je pense qu'il faut vraiment trouver l'équilibre entre les requis, l'ouverture du marché et le marché auquel on s'adresse, justement, pour trouver la meilleure formule pour aller sur le marché, s'adapter aux capacités des fournisseurs de répondre, comme tu disais tantôt. Donc, le plus bas soumissionnaire conforme reste une belle alternative pour autant qu'on se donne la peine de le faire de façon préparée, bien organisée, de regarder à qui on s'adresse, quel marché, quels besoins on veut desservir et de bien orchestrer aussi à l'intérieur de notre cahier tous ces requis-là pour que le fournisseur puisse bien s'y retrouver. Après ça, c'est une formule qui fonctionne très bien. Comme tu disais Antoine tantôt, c'est une belle mise en concurrence pour autant que ça desserve le besoin. Peut-être, Patrick, excuse-moi, je ne veux pas couper, mais il y a un élément important qu'on a oublié, c'est le grand oubli, c'est la planification. Parce que tout ce qu'on vient de dire, si on veut bien le faire, il faut du temps. Il faut prendre le temps. Et si on est pris à la dernière minute pour travailler un dossier d'appel d'offres qui soit qualitatif ou plus bas soumissionnaire conforme, on augmente les risques d'erreur. Puis on ne prend pas le temps de bien faire les choses là, pour justement limiter là, le risque là, en lien avec le processus contractuel qui, Antoine pourra en témoigner grandement,
peut emmener des enjeux juridiques assez importants. Puis je pense Maggie et moi, on l'a aussi vécu comme approvisionneur, là, ces enjeux-là. Puis souvent, c'est parce que malheureusement, on a été pressé par le temps au lieu de prendre le temps de bien réfléchir notre document d'appel d'offres. Je pense que c'est important la planification là, avec nos requérants. Se donner le temps, effectivement, de voir venir le départ de l'appel d'offres pour être capable, oui, de bien faire le cahier, s'assurer qu'on met les bons mots aux bons endroits, qu'on regroupe nos clauses, qu'on regroupe les demandes de conformité ou ce qui est absolument nécessaire à déposer, être capable de faire une bonne estimation des travaux, poser des questions, s'assurer qu'on a bien compris ce que l'unité requérante veut. Juste en faisant une bonne estimation, souvent ça va susciter des questions, ça va susciter le détail qui est à l'intérieur, ça va remettre en question certaines choses. Donc, c'est vrai, la planification, c'est vraiment important pour avoir une belle qualité de cahier de charge, entre autres. Mm-hmm. En effet, puis le recours à des services juridiques, évidemment, je prêche pour ma paroisse. C'est quand même pas à négliger. Ça va être une bonne chose d'avoir jeter un petit regard parce qu'il y a des détails qui semblent impertinents, comme des termes définis. Si on utilise 4 fois, on définit 4 fois la même chose, le même terme, à un moment donné, on peut venir par se perdre, ou si on ne définit pas un terme qui devrait l'être, on le définit différemment à 2 endroits, c'est de la confusion, puis là, on se trouve coincé avec est-ce qu'on peut vraiment rejeter un soumissionnaire parce qu'il n'est pas conforme, mais il y a 2 possibilités, 2 critères auxquels se conformer, qui peuvent être aussi fous que contradictoires ou complémentaires, ou lequel des 2 doit prévaloir. C'est la formulation, prêtez-y une attention toute particulière, évidemment, c'est une déformation professionnelle, l'exactitude de chaque mot et la place de chaque virgule. Pas nécessairement besoin d'aller toujours aussi loin qu'on le préconise, mais vraiment s'assurer de l'uniformité du texte, s'assurer que s'il y a vous avez des questions juridiques, n'hésitez pas à les envoyer à des conseillers juridiques à l'interne si vous en avez, sinon à l'externe, consultez périodiquement sur certains points. Ça va trouver énormément de problèmes par la suite. Eh bien, panélistes, nous avons brisé la glace. Le premier épisode de l'apport collectif tire à sa fin. J'espère, mesdames et messieurs, que vous avez apprécié le contenu et les échanges. Maggie, Gabriel et Antoine, merci de votre participation. Vous êtes des ambassadeurs et le partage de vos multiples expériences et connaissances sera bénéfique à ceux et celles impliqués dans la chaîne d'approvisionnement du secteur public ou municipal. Un remerciement aussi à notre partenaire, Chaîne d'approvisionnement Canada. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et à notre page LinkedIn. Le prochain épisode sera disponible durant la première semaine du mois de juillet, où nos panélistes Patricia Girard, Marie-Michel Boudria et Alain Dubé poursuivront la mission de cette chaîne, soit d'être une source d'information de la chaîne d'approvisionnement du secteur public et municipal. Mesdames et messieurs, mon nom est Patrick William. Cette initiative ne fait que débuter. Faites partie de l'aventure, faites partie du mouvement et aidez-nous à valoriser la profession. Encore une fois, merci et à bientôt.